Les trois secrets. Sinon, je pouvais introduire aussi en disant... Alors, il y a aussi en disant, ce qu'on vient de dire. Si on demande aux profs de donner leur définition d'apprendre... Tu le diras. Tu le diras, ça. Tu aurais pu introduire... Tu interviendras. Okay. Bon, voilà. Donc on rentre dans les trois secrets, là. On rentre dans les trois secrets. Qui est quand même le titre du livre. Oui. Ça tombe bien. Que sont les trois secrets? Oui. Bonjour, je m'appelle Laurent Laprie et je suis professeur de lycée et formateur. Je m'appelle Michel Breut, je suis psychologue de l'éducation, formateur en formation continue des enseignants et désormais retraité. Michel Breut et Laurent Laprie sont complices. Si Michel Breut a commencé à écrire son livre « Secret d'école » il y a une vingtaine d'années, le regard de Laurent Laprie a été déterminant pour aboutir à une analyse des problèmes actuels de l'éducation et à la proposition de solutions pour reconnecter certains élèves avec l'apprentissage, plus précisément avec le plaisir d'apprendre. Une scission s'observe aujourd'hui en classe. Il pourrait s'agir de résumer encore et toujours ces deux groupes en bons et mauvais élèves. Trop simple pour ces deux professionnels de terrain de générations différentes. Les réformes de l'éducation évoquées précédemment et l'activité assistée en particulier ont généré deux catégories que Michel Breut nomme les chercheurs fabricants de réponses pour les soi-disant bons élèves et les écouteurs de réponses demandeurs d'aide pour les soi-disant mauvais élèves. Si les enfants apprennent tous à marcher, à faire du vélo de façon universelle, qu'est-ce qui les sépare ensuite à l'école ? En quoi l'école n'arrive pas à s'adapter aux individualités ? Comment offrir la possibilité à chaque élève de se réaliser ? Bien des paramètres sont à prendre en compte et sont développés dans le livre de Michel Breut, Secret d'école, édité chez L'Harmattan dans la collection Enfance, Éducation et Société. Mais quels sont donc ces secrets ? Premier secret, on peut enseigner sans savoir comment ils apprennent. Alors, comment ils apprennent ? Face à une situation de problème. Ça part de Jean Piaget. C'est Jean Piaget qui, le premier, l'a construit, ce concept-là, qu'il appelle activité régulée, assimilation, accommodation, qui signifie la manière dont un individu humain, dans un sujet humain, se met en rapport avec une situation de réalité à laquelle il n'est pas adapté. S'il est adapté, il va réaliser ce qu'il sait déjà pour s'adapter à la situation, pour résoudre le problème, par exemple, pour répondre à une question, s'il sait déjà. Mais là, on est dans la situation où il ne le sait pas. Alors que se passe-t-il ? Il commence par traiter le problème avec ce qu'il sait déjà. Et il vérifie que ça ne marche pas. À ce moment-là, il se pose une question. Il répond à sa question. Et cette réponse, il vérifie à nouveau qu'elle est adaptée ou pas. Erreur. Il va se poser une nouvelle question, répondre à sa question et vérifier à nouveau. Ce processus peut durer très longtemps. De question, réponse, vérification. Piaget n'en parle pas comme ça. C'est moi qui l'ai traduit de cette manière-là avec auto-questionnement, proposition de réponse et auto-vérification. Si je vais comme ça jusqu'au bout, au bout de tout ce processus de trois actions, question, réponse, auto-vérification, au bout de cela, il y a réponse vérifiée juste. À ce moment-là, il dit « Ah, ça y est, j'ai compris, j'ai réussi ». Ce qui se passe en classe, c'est que le professeur peut intervenir de différentes manières. Dans l'aide, il va intervenir en proposant des réponses, par exemple. Et on a des situations d'aide que j'ai analysées comme question, proposition de réponse, vérification, où l'élève pose une question éventuellement, où il répond pas, c'est le professeur qui y répond. C'est le professeur qui vérifie. Le professeur a fait intrusion dans ce processus de trois actions
Et il va donc empêcher le processus de se réaliser. Parce que le processus, il se réalise automatiquement. Dès que j'ai vérifié que ça colle pas, je me repose une nouvelle question. Je me demande, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ceci? Pourquoi c'est comme cela? Donc je fais plein d'erreurs. Ce qui se passe en classe, dans le processus de destruction de ça, c'est que les brouillons, par exemple, sont gommés. L'élève, il a besoin de faire des brouillons. J'ai des situations, d'enregistrements comme ça, où la personne ne supporte pas de faire des erreurs. Donc là, je peux examiner qu'effectivement, son processus d'activité, que j'appelle réflexive, et d'apprentissage, il est déconstruit. Il va être déconstruit par la vérification par le prof. Il peut être déconstruit par le fait que le prof apporte des réponses. Et que finalement, au bout de ça, l'élève se pose plus de questions. Et il va mettre de la mémoire pour répondre à cette question-là. Voilà. Ça, c'est dans la méconnaissance du professeur de ce processus, de ces 3 actions, il y a le premier secret de l'école. Dans les salles des profs, dans les salles de classe, il n'y a pas de consensus sur le processus d'apprentissage. Si je demande à mes collègues qu'est-ce qu'apprendre, comment un élève apprend, chaque collègue va me donner une réponse différente sur différents champs qui iront de l'activité aux neurosciences, en passant par la mémorisation. Et donc on n'a pas de consensus, y compris institutionnel. Dernièrement, il y a eu un projet de référentiel des compétences des enseignants qui a été proposé par le Conseil supérieur de l'éducation nationale, où on voit clairement l'axe neuroscientifique prendre le dessus, c'est-à-dire avec un jargon quasiment informatique. On invite les professeurs à adopter des procédures dans lesquelles ils modéliseraient. Ils ont une action modélisante sur les élèves, dans le sens de la modélisation, comme on peut modéliser le réel, avec des programmes informatiques par exemple. Aujourd'hui, ça ne fait pas consensus, et donc les professeurs se trouvent impuissants finalement à penser leur action professionnelle, et donc s'en remettent à des pratiques normées. Ouais. Alors je peux reprendre maintenant le deuxième secret, quand le professeur apporte des réponses. Il rentre dans un rapport de domination avec l'élève. Il indique à l'élève, à ce moment-là, c'est ce que dit Laurent avec les pratiques procédurales ou normées des enseignants, il propose aux élèves d'agir de telle et telle manière. Et selon Michel Foucault, l'action sur l'action de l'autre, c'est une pratique de domination. Donc l'élève, il apprend à se soumettre en disant il faut faire comme ceci. Et le professeur a à dire il faut faire comme cela. Le secret, là, il est dans la confusion entre autorité et domination. Faire autorité, c'est valable pour le bon élève, à nouveau. C'est-à-dire que l'élève qui peut mener au bout ce processus de ces 3 actions, question, réponse, auto-vérification, dans le faire autorité, le professeur n'indique pas les actions à mener, il désigne la tâche à réaliser. Et il laisse libre l'élève de réaliser cette tâche ou de trouver les solutions par lui-même en faisant appel à ses propres ressources, donc à son processus d'activité de ces 3 actions dont je parlais auparavant. L'élève qui est en difficulté, lui, il n'est pas dans un rapport d'autorité avec le prof. Il est dans un rapport non pas seulement de désignation de la tâche, puis de désignation des actions à mener pour réaliser la tâche. Là, c'est un rapport de soumission. Et c'est ce qui rend difficile à l'élève de supporter l'action du professeur à son égard. Chez les enfants plus jeunes, ils vont supporter ça, mais dès qu'ils deviennent adolescents, ils réagissent à ça. Ils ne supportent pas qu'on leur dise comment il faut faire, qu'on leur donne une tâche et comment il faut la faire. Donc ils vont refuser la tâche. Ça se manifeste en particulier à l'adolescence, ce phénomène-là. Ça, c'est le deuxième secret. Les années dans le système scolaire, finalement, dans le retenir appliqué, comme je l'avais nommé tout à l'heure, fabriquent ou maintiennent dans la soumission. Donc la dépendance du petit humain est déjà là, et dans les pratiques normées auxquelles il va être confronté, il va être maintenu dans cette dépendance
Et dans cette soumission, parce que effectivement, on ne lui laissera pas cette liberté de penser librement, de fabriquer librement sa réponse, et il sera toujours vérifié par un autre. Donc c'est toujours un autre qui dira ce qui est vrai. Troisième secret. La confusion entre désir et besoin. C'est chez Spinoza qu'on trouve ça. La distinction entre désir et besoin. Le désir, c'est l'énergie vitale qui fait que tu vas mener une action, mais qui va te permettre de te construire. Tu fais appel à tes ressources personnelles pour te construire. Créer, comprendre. Ça, c'est du désir. Tous les élèves n'ont pas accès à ce qu'on va nommer motivation. Ce qu'on va donner aux élèves, c'est il faut faire telle chose parce que comme ça, tu vas pouvoir devenir ceci ou cela. Tu vas pouvoir réaliser un but qui n'est pas maintenant. Le désir se manifeste dans l'instant présent. L'élève se met en activité porté par son énergie vitale. Là, il est face à un truc qu'il ne comprend pas, un travail de création qu'il a réalisé, et il est mobilisé simplement par le fait de répondre à cette nécessité-là. Là, il est dans le désir. Et c'est ce désir qui engage l'activité. Elle est très reliée à l'activité de création et l'activité de compréhension. C'est l'énergie, et l'activité, c'est l'opération. C'est le fait de faire. Il y a l'énergie, le désir, et les opérations. Dans le cas de l'élève qui est écouteur de réponse, demandeur d'aide, lui, il ressent une tension intérieure, comme le premier. Mais il est comme interdit de pouvoir engager une activité qui est devenue pour lui une ignorance. Il ne sait plus. Il ne sait pas comment on s'y prend. Il n'a plus confiance. Et donc là, il ressent un malaise et il va appeler le prof pour lui permettre de traiter ce malaise. Il va être dans un registre de besoin. Vous m'avez donné ça, moi je vous demande de répondre à cette tension intérieure. Donc là, on est dans le registre du besoin. L'élève qui signale son besoin lié à son absence de désir, mais on a aussi l'institution qui qualifie l'élève comme étant dans le besoin. Donc il a besoin d'aide, il a besoin d'assistance, il a besoin d'un dispositif s'il est en difficulté, il a besoin d'avoir un PAI, d'avoir un PAP, d'avoir un PPRS. Tout ça, ce sont des dispositifs. Projet d'accompagnement individuel, projet personnalisé de réussite scolaire, projet d'accompagnement individuel, je crois. On peut en trouver, vous tapez ça sur Eduscol, le site institutionnel, les projets d'accompagnement sont multiples. Dès que l'élève a une besoin difficulté, éducatif spécifique. Voilà. Donc dès que l'élève a une difficulté, on va considérer qu'il a un besoin. Qu'il a un manque. Au lieu de partir du sujet et de son désir, on va lui calquer une norme à atteindre, et on va considérer qu'il manque quelque chose, et donc on va se substituer à son désir en lui permettant d'avoir quelque chose. Voilà. Alors, la différence entre les deux, on peut la voir de la manière suivante, c'est que le désir, j'ai de l'intérieur de moi que je vais avoir la ressource pour répondre à cette tension intérieure que je ressens face à la tâche qui m'est proposée, alors que le besoin, la solution se trouve en dehors de moi. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur qui va permettre de réguler cette tension intérieure. L'élève, il est tellement dans la détresse face à la tâche qu'on lui propose que le professeur va répondre à la détresse en lui disant « ben voilà, c'est comme ça que tu peux faire ». Et puis l'élève, il est soulagé de cette tension intérieure. Mais, différence entre les deux, le désir, c'est moi qui trouve en moi les ressources pour répondre aux problèmes posés, alors que dans le besoin, c'est une autre personne qui vient me soulager de cette détresse ou de cette tension intérieure. C'est le palliatif de notre époque aussi, c'est-à-dire c'est le palliatif de la consommation. J'ai un désir d'exister, je vais m'acheter la dernière voiture parce que dans la publicité ils me disent que je serai un homme, un père de famille, un aventurier, et donc il me faut le SUV. Et donc on voit bien comment le système scolaire rentre là-dedans, c'est-à-dire que... Il fabrique un individu consommateur. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura l'être humain ordinaire, il est dans le désir de se construire, il mène des actions pour se construire, créer, comprendre, etc. Alors que quand il a été empêché de réaliser l'activité créative ou l'activité réflexive, eh bien, il va faire appel à l'extérieur de lui-même, il va devenir un formidable consommateur. Dépendant. Ouais.
Parce qu'il n'aura pas la possibilité de se faire plaisir autrement que par la consommation. Tout lui vient de l'extérieur. Quand tu es capable de créer, de comprendre, de réfléchir, etc., tu es moins dépendant des sollicitations du marché, par exemple, pour satisfaire, réguler tes tensions intérieures. Donc, troisième secret, voilà. Les besoins sont confondus avec le désir, ou en tout cas viennent cacher le désir. Oui. Les uns font appel au désir et les autres font appel aux besoins. Il y a un déni dans l'institution de ça. Il y a un déni, il n'y a pas de consensus sur le processus d'apprentissage. On dénie complètement ce désir de grandir, ce désir de progrès de l'être humain, ce désir d'apprendre et ce désir d'être. Voilà, d'en grandir, c'est être. Ce qu'on pourrait dire qui est important aussi, c'est que dans le vrai processus d'apprentissage, c'est-à-dire dans le processus d'apprentissage, il y a un plaisir qui est différé. Il y a plusieurs étapes et il va y avoir un effort à faire. Il y a un effort. Il y a même un doute. Va-t-on y arriver ? Il y a une difficulté. Donc le plaisir qui va être obtenu, il est très puissant. C'est l'extrait qu'on peut écouter de l'élève que j'interroge, qui se retrouve à taper sur la table quand elle trouve la solution. Et du coup, je me souviens de ce qu'on a fait, qu'on a réfléchi, vraiment réfléchi comparé à d'habitude. J'ai bien aimé parce que, en fait, on a des objectifs. Enfin, fallait que je trouve. C'était obligé. Et franchement, je pense que j'allais pas partir tant que j'allais pas trouver. Déjà, il y avait un petit truc de compétition, tout ça. Du coup, ça donnait envie de travailler. Alors, toi, t'es sportif de haut niveau, du coup, t'as vite placé le mot compétition, c'est-à-dire qu'en fait, tu voulais y arriver plus vite que les autres, ou c'était juste pour toi, en fait ? Pour moi. Enfin, je savais très bien que les autres allaient galérer, puis ils ont arrêté de chercher, tout ça. Et pourquoi toi, t'as continué et les autres, ils ont arrêté ? Déjà, j'ai commencé à réfléchir, et après, ça m'a pris la tête, parce que j'y arrivais pas. Donc, je me dis, non, mais... En fait, je savais que j'allais y arriver. Enfin, il me manquait juste ces informations, les remettre dans le bon ordre, tout ça. Mais je savais très bien que c'était possible de le faire. Du coup, je me suis dit, bon, faut que je le fasse. Enfin, c'est juste pour moi, en mode, je sais que j'y arrive, faut que je le fasse. T'as trouvé ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'as trouvé ? J'étais trop contente. Genre, je souriais pour rien. Alors qu'en vrai, c'est bidon. Vu que j'ai passé limite 1 heure à chercher juste ce petit problème, du coup, j'étais trop contente. Tu te rappelles que t'as tapé sur la table et tout ? Oui, j'espère. Ouais, ok. Donc c'était plus fort que toi. Même quand tu y repenses là, ça te fait encore rigoler quoi. Oui, ça me fait rire. Ok. Ouais. Parce que t'étais trop contente. Oui, voilà. Est-ce que ça, c'est des moments que t'as vécu souvent dans ta scolarité en fait ? Non, vraiment pas. Ça devait être ma première fois ou j'ai dû faire ça 2-3 fois, je sais pas, mais... Donc t'es en terminale et en fait t'as pas souvenir d'être face à des moments comme ça. Ouais. Le reste du temps, quand on n'y arrive pas, les profs ils veulent vite passer à autre chose, donc ils nous donnent la réponse. Enfin, ils nous laissent réfléchir, et puis on galère. Quand on galère trop, ils nous donnent gavé d'indices. Et ça, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est bien. Et ensuite, ils donnent la réponse parce qu'ils doivent passer à autre chose. Donc, c'est pas drôle. Moi, faire des exercices comme on a fait, moi, j'adore. Moi, j'aurais préféré ça. Parce qu'on réfléchit vraiment. Là, c'est vraiment le cerveau, il travaille. Alors que avec les autres profs, on apprend. On réfléchit pas beaucoup, en fait. On fait pas gaver travailler le cerveau, à part la mémoire, où il faut tout mémoriser, tout. Merci, Lona. De rien. Quand on est dans le besoin, le plaisir, il peut être immédiat. Le plaisir, on l'a en croquant un morceau de chocolat, en mangeant un bon plat, en racontant une blague. Bon, on a du plaisir. Voilà. En achetant un SUV. En achetant un SUV, on a beaucoup de plaisir. Mais le plaisir qu'on obtient au bout d'un apprentissage, il a une autre saveur, il a un prix, qui est conséquent aussi. Il nous engage tout entier, et c'est un plaisir différé. Voilà. Et c'est ça qu'on cherche. Quand on dévoile le premier secret qui est que le processus d'apprentissage ne fait pas consensus et n'est pas reconnu en tant que tel, il faut accepter aussi que les élèves ne connaissent qu'un plaisir différé, et non pas un plaisir dans la relation, un plaisir immédiat. Fin du 4e épisode d'une série de 5 autour du livre Secret d'école. Michel Breut, l'auteur, accompagné de Laurent Laprie, professeur, nous parleront dans le 5e et dernier épisode de leur avis sur l'évaluation. Est-elle véritablement un outil de développement de l'apprentissage ? Est-elle préjudiciable à la motivation de comprendre ? Est-elle un moteur pour apprendre au-delà des chemins tracés des programmes formatés et au-delà du par cœur ? On découvrira que jusque dans le plus haut niveau de l'éducation, l'ENA, l'évaluation pose question.
Aussi, nous découvrirons quelles solutions préconisent Michel Breut et Laurent Laprie dans ce dernier épisode. Secret d'école, un podcast réalisé par Jean-Christophe Cabu et l'association Sédition.fr, musique d'Alexandre Berne. Secret d'école est un livre de Michel Breut, édité chez L'Harmattan dans la collection Enfance, Éducation et Société, à commander chez votre libraire ou sur le site édition-harmattan.fr.